Va-t-on vers une crise sociale sur le continent, en métropole? En tous les cas, eh bien, semblerait que ce soit plutôt une sortie de crise à Mayotte. On va en parler avec Mansour Kamardine, le député Les Républicains de Mayotte, précisément. Mansour Kamardine, bonjour. Bonjour. Alors, les barrages, il y a eu un appel pour lever les barrages à Mayotte après 6 semaines de crise. C'est la fin de la crise? En tout cas, il faut espérer la fin des barrages. Oui. La crise, elle est encore là, puisque vous savez, cette crise, elle trouve sa source dans l'insécurité. Oui. On ne peut pas comme ça, d'un claquement de doigts, dire que l'insécurité est réglée. Elle vient aussi de l'immigration, et puis ensuite de l'abandon dans lequel se trouvait Mayotte depuis plusieurs décennies, qu'on a découvert à l'occasion de cette crise. Donc, on touche à la fin des barrages, il faut l'espérer. Oui. Mais je pense que la crise, elle est encore omniprésente. Bon, tout le monde est d'accord quand même pour que les choses s'améliorent, ou il y a encore des résistances sur l'île, dans l'archipel? Ah, il y a des résistances parce que vous avez des gens qui sont depuis plusieurs semaines et qui ont le sentiment qu'ils ont fait tout ça, on dirait tout ça pour ça. Bah, si, quand même, puisque la métropole s'y est intéressée, je dirais. J'arrive, vous me posez la question de ceux qui sont là-bas. Ouais. Moi, je considère que cette crise a été l'occasion de poser sur la table nationale les vraies difficultés, les vrais enjeux pour Mayotte. D'accord. Et donc, ça s'est fait, ça c'est l'acquis, c'est ce que j'ai appelé moi-même, ça fait déjà un peu plus d'une dizaine de jours, que j'ai demandé la levée des barrages, parce que je considérais qu'à partir des déclarations qui ont été faites par le chef du gouvernement et par les différents ministres, eh bien, le sujet de Mayotte n'était plus un sujet qu'on pouvait mettre sur la table, puisqu'on avait au moins un constat partagé. Alors normalement, il y a l'ouverture de négociations avec une nouvelle figure qui est arrivée dans l'archipel, c'est l'ancien directeur de cabinet de la ministre des Outre-mer, Monsieur Dominique Sorin. Donc il va être le négociateur en chef, d'une certaine façon, le représentant du gouvernement, le nouveau préfet. Est-ce que vous connaissez bien cet homme? Oui, bien sûr, c'est un homme très élégant dans la relation humaine, et c'est vraiment un plaisir qu'il soit nommé là. C'est un bon signe. C'est un bon signe, il faut l'espérer. Maintenant, il faut voir jusqu'où, quelle est sa marge de manœuvre, quelle est la feuille de route qui a été impartie. Sur quoi vont porter les négociations, Mansour Kamardine? Sur les questions de sécurité, sur les questions de lutte d'immigration. Sur ce deuxième point, il y a une difficulté puisque les Comores ne souhaitent pas la réadmission de ces populations. Et puis sur le développement économique, notamment sur les infrastructures qui permettent un développement durable. Je pense à titre d'exemple à la piste longue. D'accord. Et puis sur les questions sociales, parce que plus de 84% de la population vit sur le seuil de la pauvreté, et cette situation est de plus en plus insupportable. Les ordures ménagères vont être ramassées? Il faut l'espérer. La crise des ordures? À partir du moment où les barrages sont levés, il y a une partie qui a été déjà levée cette nuit, il en reste encore 3 ou 4. Petit à petit, on va retrouver les écoles. On va retrouver les écoles également. Il faut du temps. Bon, il faut compter au moins, en gros, une quinzaine de jours pour trouver une situation à peu près normale. Et puis pour les ordures ménagères et les autres, il faut compter à peu près 1 mois. Oui. Bon, vous êtes confiant? En tout cas, je l'espère, je formule le vœu, je vais dire une fois encore à tous ceux qui hésitent encore, le gouvernement a enfin compris ce qui s'est joué là, que c'était une crise très profonde. Maintenant, il faut absolument que tout le monde participe, et donc c'est l'appel que je veux formuler, que tout le monde participe à ces négociations pour que les choses évoluent. Prenons les 2 points délicats, il y en a beaucoup d'autres, mais 2 points délicats. L'insécurité, qu'est-ce que vous demandez sur l'insécurité? Que nos enfants ne soient plus agressés dans les écoles. Oui, mais matériellement, comment ça se passe? Que les forces de l'ordre, moi je ne suis pas général, je ne suis pas général de gendarmerie, oui. Vous l'avez des compris, renforts donc? Mais qu'il y ait des renforts, et puis surtout une réorganisation de la structure de la sécurisation du territoire. On ne peut pas imaginer que sur un territoire de 374 km², quand on est la 5e puissance économique, la 3e puissance militaire, qu'on n'a pas les moyens de sécuriser ces petits... C'est qu'il a manqué une volonté politique derrière. Des gendarmes supplémentaires ont été envoyés? Ils ont été envoyés, mais ce qu'il faut, ce n'est pas forcément des gendarmes supplémentaires, parce qu'il faut en réalité qu'on prenne bien la mesure de la chose. Et je crois que pour l'instant, on a cherché à stabiliser, à rouvrir, mais il faut un véritable plan de sécurisation du territoire. D'accord. Qui n'est pas encore là, mais qui peut-être viendra avec les négociations. Ça fait partie des négociations qui s'ouvrent. Alors l'autre point délicat, c'est évidemment l'immigration clandestine. Et alors là, je dirais, pardonnez-moi l'expression, ça frotte avec les Comores. Les clandestins qui viennent à Mayotte sont, pour la plupart d'entre eux, viennent des Comores.
Quelle est la politique maintenant résolue de la France vis-à-vis des Comores en termes de visa? Je crois qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je crois que ce qui se joue là, dans un double point de vue, nous interroge. D'accord. D'abord, s'agissant des visas, vous avez l'État comorien qui refuse la réadmission de ces populations. Oui. C'est extraordinaire. Toujours. Et la France aujourd'hui est à genoux. Elle est mise à genoux par les Comores, il faut le savoir. Et les Comores parlent de chantage de la part de la France. Parle de chantage, mais une chose est certaine, c'est que Mayotte est française, elle a fait ce choix librement par plusieurs occasions, et donc aujourd'hui, Mayotte est française, elle n'est pas la propriété de je ne sais qui, il faut que les Comoriens le comprennent. Nous sommes tout à fait disposés à vivre en paix avec nos voisins, mais à la condition qu'on ne vienne pas nous titiller. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, beaucoup plus intéressant, M. Triard, très important, et nos amis de la métropole... Aujourd'hui, il n'y a pas de visa, hein, quand on vient du Comore. Non, il y a un visa qui existe, mais que les Comoriens refusent de prendre. Et donc, ce qui se passe là est organisé, en réalité, avec la complicité, il faut bien de le dire, du Quai d'Orsay français. Ah bon? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire par là que ce qui se passe là, nous le devons depuis 1978 par une idéologie développée par le Quai d'Orsay qui ne supporte pas l'idée que Mayotte soit française. Et d'ailleurs, on le voit dans les déclarations multiples et variées qui sont faites. Nous avons vu... Le Quai d'Orsay voudrait que Mayotte soit comorien? Soit comorienne, bien sûr. Et on a vu, oui, je pèse toujours aujourd'hui? Aujourd'hui, aux dates d'aujourd'hui. Vous en avez parlé avec le ministre des Affaires étrangères? Nous en avons parlé avec tous les ministres, avec le gouvernement. Quand le Premier ministre vient vous dire, vous savez, il faut dialoguer avec les Comores. Et derrière tout ça, qu'est-ce qu'on nous propose? En réalité, on nous propose un projet qui s'appelle la communauté de l'archipel. Mettre Mayotte dans une espèce de communauté pour ensuite, petit à petit, jeter le bébé et le... Et vous ne voulez pas? Bien évidemment, on est fiers d'être français depuis, alors, qu'est-ce que vous demandez sur le plan de l'immigration clandestine? Je voulais justement dire sur le plan de l'immigration clandestine, en attirant l'attention de la communauté nationale, ce qui se passe à Mayotte, c'est un test. Nous sommes à 70 km sur une île. Si nous n'arrivons pas à maîtriser l'immigration... 70 km des Comores. Des Comores. Si nous n'arrivons pas à maîtriser l'immigration clandestine là, on ne pourra jamais le maîtriser en Europe. On est là à 10 km, la pointe africaine par rapport à l'Europe. Et donc, ce sont 2 milliards de populations qui vont tenter d'aller en Europe. Qu'est-ce que vous demandez dans un premier temps? Nous demandons tout simplement qu'il y ait une maîtrise de nos frontières, un contrôle efficace. Et ça peut se faire comment? Ça peut se faire par l'envoi des moyens, notamment de détection, des bateaux. Vous savez, là-bas... Pour éviter les kwassa-kwassa. Pour éviter les kwassa-kwassa de venir. Vous savez, là-bas, on a 10 bateaux qui ont été affectés à la lutte contre l'immigration clandestine. C'est pas assez. Il n'y en a qu'un et demi qui fonctionne, un et demi. Pourquoi? Ben parce que, justement, il manque la volonté. Et tous les soirs, il y a une dizaine de Kwassa qui empruntent cette grande autoroute à sens unique, à 10 voies et à sens unique et non-retour, qui déversent tous les soirs des populations sur Mayotte. Ce n'est pas acceptable. Et donc, je dis, attention, je veux vraiment sensibiliser la communauté nationale, leur dire ce qui se passe là. Si on n'arrive pas à maîtriser ce qui se passe à Mayotte, dans 10 ans, c'est ce qui se passera ici. Mais les Comores ne veulent pas récupérer leurs nationaux. C'est extraordinaire. Ce sera le seul territoire au monde, le seul État au monde qui refuserait d'accueillir ses nationaux. C'est du jamais vu. Ben oui, mais comment vous faites alors? La négociation, elle passe par où? Il faudra qu'on ait une diplomatie qui soit vivace, qui soit convaincue de l'idée que Mayotte est française et que nous devons sécuriser le territoire national. Est-ce que l'hôpital aujourd'hui de Mayotte reçoit moins de Comoriens? Non, il naissent chaque année quelque chose comme 10 000 enfants dont les parents à 75% sont d'origine étrangère et clandestine. Et donc, cette situation est insupportable. Nous avons la plus grande maternité d'Europe. Oui, mais là, vous allez faire quoi? Vous allez demander quoi dans les négociations pour que justement, ça ne soit plus le cas? Non, nous considérons que, en raison des liens anciens d'amitié, de fraternité entre la France et les Comores, que nous développions une coopération qui soit une coopération responsable, gagnant-gagnant entre la France et les Comores, et notamment faire en sorte que, par exemple, on développe là-bas un hôpital, qu'on développe des structures économiques. Donc la France doit aider les Comores à se suffire à elles-mêmes. Je crois que c'est une obligation historique. Et vous êtes contre, en revanche, une idée qui avait été mise à un moment, l'extraterritorialité
de centres hospitaliers sur Mayotte? Je crois que le gouvernement a développé ça. Et l'avait développé sans vérifier. Après vérification, ils se sont rendus compte que la situation n'est pas juridiquement tenable. Nous, ce que nous voulons, moi, dans le cadre de la loi immigration qui vient, je vais déposer une série d'amendements, dont 4 principalement, sur l'aménagement du droit du sol, sur la limitation du regroupement familial. Donc le droit du sol pour Mayotte? Pour Mayotte, exclusivement pour Mayotte. Constitutionnellement, c'est possible? Absolument, ce n'est pas un problème constitutionnel, c'est un problème politique. Et surtout, le faire, disons, dans un temps limité. Pour le temps qu'on puisse maîtriser le flux migratoire. Et donc on dira... oui, mais le droit du sol, c'est le droit commun. C'est le droit du sang que vous voulez faire. Non, je parle du droit du sol. Non, le droit du sang, c'est le droit commun. Et le droit du sol, ça a été rajouté à l'occasion notamment de nos guerres pour faire des Français, pouvoir les envoyer devant le front. On n'est plus dans cette situation. J'ajoute également que s'agissant de Mayotte, le droit du sol remonte seulement à une vingtaine d'années. Donc on voit bien que ce n'est pas un problème constitutionnel. Oui, mais vous naissez à Paris, vous êtes parisien, vous naissez en France, vous êtes français. Ce sera encore vous naissez à Mayotte, vous êtes français de Mayotte. On est français tout court, pas français de Mayotte. Mais ce sera aussi le cas à Mayotte, mais à une situation particulière, des mesures particulières. Le poids de l'immigration à Mayotte, le détournement de l'institution du droit du sol fait que, ou font que, aujourd'hui, nous sommes obligés effectivement de lutter contre ce détournement d'institutions et faire en sorte qu'on aménage. Vous êtes né à Mayotte avec d'un parent, au moins un des 2 parents français, à ce moment-là, vous êtes en situation régulière, vous pouvez prétendre à l'intégration dans la nationalité française. Quels sont les 3 autres amendements que vous allez déposer? Les 3 autres amendements, c'est de permettre d'étendre à Mayotte, d'une manière générale sur l'ensemble du territoire national, un dispositif pénal qui s'applique à l'espace Schengen et qui ne s'applique pas outre-mer et qui permet notamment à ceux qui utilisent des papiers d'autrui, d'un tiers, et le tiers qui donne ces papiers, de pouvoir aller s'expliquer devant le procureur de la République. D'accord. Je crois que c'est une mesure là aussi de mon... Ah mais c'est courant. Vous savez, la préfecture de Mayotte, là aussi, on parle de la maternité, mais la préfecture de Mayotte est la préfecture qui enregistre le plus grand nombre de demandes de régularisation. Et puis un 4e amendement pour dire que sur une dizaine d'années, on ne pourra pas demander la régularisation, parce que c'est extraordinaire la France. Vous violez nos lois sur un certain nombre d'années, et on vient vous demander de régulariser, vous avez droit à la régularisation. Donc ça, pour Mayotte, ça sera pour Mayotte, et puis sur 10 ans, le temps qu'en réalité qu'on arrive à maîtriser le flux migratoire. Mayotte doit rester le 101e département de France? Mayotte est et restera le 101e département français. Mayotte, c'est la France. Il y a eu des élections la semaine dernière, 2e tour d'élection législative, et votre candidate a été battue. Non, mon candidat a été battu. Votre candidat a été battu par une candidate. Par la candidate sans étiquette. Ella Tchakrina a été battue. Elle était soutenue pourtant par Marine Le Pen. Donc je crois que Ella Tchakrina n'a jamais rien demandé, ni lui, ni personne d'autre au LR n'avait rien demandé. C'était un coup, en fait, à mon avis, qui était beaucoup plus dirigé vers la politique nationale que la politique locale à Mayotte. D'accord. Vous êtes déçu qu'elle n'ait pas, été bien élue? Sûr, c'était le candidat que j'ai soutenu. Et donc, à travers sa défaite, et c'est aussi la mienne. Ok. Vous êtes toujours républicain? Les républicains? Plus que jamais. D'accord. On est avec Mansour Kamardine, on continue pour parler de Mayotte et d'autres choses probablement que vous avez comme question à poser aux députés de Mayotte avec Jean-Baptiste Semerjian qui nous rejoint. Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour Yves, bonjour Mansour Kamardine. Bonjour. Une première question d'Olivier. Selon lui, vous êtes un vrai gaulliste, il vous félicite donc, contrairement à Marine Le Pen. Selon vous, Marine Le Pen, elle n'est pas gaulliste? Ah, c'est pas moi qui donne les diplômes des gaullistes. Non, mais vous partagez un candidat. Non, on ne partage pas de candidat. Un candidat. Non, encore une fois, je viens de répondre à cette question. Je dis que c'était une... Je ne suis pas sûr que Marine Le Pen souhaitait vraiment l'élection d'Ella Tchakrina. C'était un clin d'œil qui faisait à la politique nationale, lequel clin d'œil a été aussitôt fermé. Gaulliste alors? Fier de l'être. Claude trouve que vous fréquentez un peu trop Paris par rapport à Mayotte. Que lui répondez-vous? Comment vous gérez la distance, même au quotidien?
Vous êtes combien sur un mois, dans un mois, vous êtes combien de temps à Paris? Claude, je crois qu'il fait une grosse erreur, je suis désolé, mais j'ai fait, par exemple, quasiment un mois et demi à Mayotte avec la crise et je viens de rentrer à Paris. D'accord. Donc, c'est en fonction des agendas. À titre d'exemple, là, je suis là parce que nous avons le 16, la loi immigration qui vient. Et quand on vient du territoire de Mayotte, on ne peut pas laisser passer le train de la loi immigration parce qu'après, on vous le reproche. Donc, je suis là pour ça. Et puis ensuite, il faudra que je revienne à Mayotte parce que nous avons effectivement le nouveau préfet délégué du gouvernement qui est là pour parler du développement à long terme de Mayotte. Donc, il faut que j'y sois, que je participe aux réunions. Bref, un coup là-bas, un coup ici, en fonction des agendas qui sont à l'ordre du jour. Autre question. Benjamin vous demande s'il faut relancer l'économie de Mayotte grâce au tourisme et comment, si c'est possible. Alors, grâce au tourisme... Est-ce que le tourisme est un vecteur de développement? Mayotte est l'un des plus belles îles au monde et Mayotte renferme le plus grand et le plus beau lagon au monde. C'est dire qu'effectivement le tourisme est un des atouts au service du développement, au service du développement économique. La difficulté que nous avons, c'est que nous avons là aussi des fonctionnaires qui font une application assez bête de la loi et qui empêche le développement du tourisme, alors que Dieu sait si nous avons... Ça passe par quoi? Par la construction d'hôtels? Par la construction d'hôtels, par la construction de l'aéroport, notamment de la piste longue, pour permettre aux gros porteurs de se poser à moindre coût. Donc c'est tout ça. Donc il y a un volet dans les sujets qui sont mis à discussion avec la mission gouvernementale et un volet sur le développement économique et particulièrement sur le développement touristique et des infrastructures. D'accord. Une dernière question de Moafis, et il y avait un autre internaute qui vous interrogeait là-dessus. Moafis, il affirme que vous êtes comorien de mère et d'Anjouan du côté de votre père. Selon lui, c'est vrai? Quelle est votre identité? Il vous interroge là-dessus et selon lui, vous reniez votre identité. Je ne renie pas mon identité, je suis fier de ce que je suis, c'est-à-dire mahorais de souche. Je suis né de père et de mère nés à Mayotte, de grand-père né à Mayotte, d'arrière-grand-père né à Mayotte. C'est de l'intox alors? Je crois que mes amis comoriens font de l'intox, ils pensent qu'en m'accusant d'être comorien, vous n'avez aucune origine comorienne? J'aurais bien, en tout cas, jusqu'à l'accession de la cession de Mayotte à la France, non, je ne sais pas parce que j'ai pas remonté l'arbre généalogique, mais nous aurons tous des origines africaines et autres. Moi, je sais que par exemple mon arrière-grand-mère paternelle vient directement de l'Afrique et ainsi de suite. Donc, de quel pays? Je ne sais pas parce que je n'ai pas fait, mais ils font partie de ceux qui sont venus en 1841 à Mayotte pour construire l'ancienne préfecture avec l'architecture Eiffel. D'accord. Donc, non, s'il veut, je peux lui envoyer mes actes de naissance, il n'y a aucun souci. Qu'il nous laisse son adresse, je lui enverrai mes actes de naissance. Il n'y a aucune difficulté. Et je suis très content qu'il ait posé publiquement cette question. Oui, parce que ça revient souvent. Parce que ça permet de vider, car je leur ai plusieurs fois répondu, notamment sur les réseaux sociaux, en disant non, je n'ai pas cette chance d'avoir été né aux Comores, ni des parents nés aux Comores, mais ils ne l'entendent pas. Donc, ce sera un grand plaisir de pouvoir leur envoyer mes actes de naissance. Voilà, Mansour Kamardine a bien dévoilé ses origines. En tous les cas, il a rectifié le tir par rapport à ce que vous pensiez peut-être, vous autres internautes. On vous remercie. On remercie Mansour Kamardine d'être passé dans nos studios. Merci Jean-Baptiste Semerjian, que vous êtes fait le médiateur des internautes. Et à demain pour de nouvelles aventures.